Toute l'actualité économique internationale sur i24 News. Bienvenue dans Économie le Mag. Au sommaire aujourd'hui, une question. Peut-on imposer une gouvernance mondiale d'Internet? L'affaire Snowden a révélé les intérêts économiques du contrôle du web. À Sao Paulo, cette semaine, 90 pays veulent réduire le pouvoir et l'influence américaine. Une femme à l'avant-garde de cette initiative, la présidente brésilienne. On en parle dans un instant. Et puis l'histoire d'une renaissance. La tragédie grecque est-elle sur le point de se refermer? Après 4 années d'extrême rigueur, Athènes affiche pour 2013 un excédent budgétaire primaire. De quoi envisager un allègement du fardeau de la dette. Le dernier mot reviendra aux créanciers du pays. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Tour d'horizon d'abord de l'actualité économique du jour. Et à la une, Barack Obama en visite d'État au Japon. Une visite de prestige dans un climat géopolitique tendu. Nucléaire nord-coréen, différents territoriaux entre Tokyo et Pékin. Mais pour le président américain, le but du déplacement est d'avancer sur l'immense projet d'accord commercial transpacifique, le TPP. Et pour l'heure, c'est la déception. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, refuse toujours de réduire les tarifs douaniers sur certaines importations américaines. Pas de quoi perturber la bonne entente affichée. Notre alliance ne se limite pas aux aspects militaires. Nous sommes 2 des 3 plus grandes économies du monde et nous avons l'occasion de travailler ensemble pour façonner une économie ouverte, innovante et dynamique dans toute la région Asie-Pacifique. Votre visite en Asie en des temps comme ceux-ci témoigne de la politique de rééquilibrage des États-Unis, qui attache une vraie importance à cette région. Au Venezuela, c'est presque devenu une question de survie économique. Enrayer le fléau des pénuries chroniques de produits de première nécessité. Des pénuries qui aggravent une inflation quasi incontrôlable, 56% l'an dernier. Hier, le président Maduro a annoncé des mesures en faveur des entreprises. Une offensive économique, une révolution fiscale. Le but, relancer enfin la production dans ce pays pétrolier qui importe quasiment tout ce qu'il consomme, lait, café, viande ou papier toilette. Maintenant, nous pouvons surmonter la pénurie de nourriture en mettant en place des règles très claires. Des règles sur la commercialisation et la distribution des produits fabriqués ici et de ceux que nous importons. Nous cherchons le point d'équilibre optimal pour les stocks de tous les produits. Nous avons identifié 50 produits clés. En Europe, nous en parlions hier, le Portugal veut croire qu'il est bien sur la voie de la rédemption. Lisbonne est parvenue mercredi pour la première fois en 3 ans à placer pour 750 millions d'euros d'obligations d'État à 10 ans. Taux moyen 3,57%, un succès attendu. La demande était 3,5 fois supérieure à l'offre. Du coup, la sortie du plan de sauvetage semble envisageable dans 3 semaines. Attention tout de même, le Portugal reste un pays convalescent. Le niveau de richesse reste en dessous de celui de 2007. L'industrie mondiale en pleine réorganisation. La rumeur court depuis hier. L'américain General Electric serait en discussion avancée pour racheter le géant français Alstom pour 13 milliards de dollars. C'est 25% de plus que l'actuelle valeur en bourse d'Alstom. Selon Bloomberg, un accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine. Alors prudence, Alstom a démenti ce matin l'information. Le groupe affirme n'être en connaissance d'aucun projet d'offre publique visant son capital. L'industrie du high-tech à présent, avec des résultats ceux d'Apple qui a vendu entre janvier et mars 43,7 millions de smartphones, une progression annuelle de 6 millions d'exemplaires. Les iPhones qui pèsent donc 57% d'un chiffre d'affaires évalué à 46 milliards de dollars sur les 3 mois, plus 5% en hausse annuelle. De bons scores qu'Apple doit notamment à son récent partenariat avec l'opérateur China Mobile. La marque à la pomme, en pleine bataille judiciaire avec Samsung, a par ailleurs augmenté de 8% le dividende trimestriel. Belle récompense pour les actionnaires. Notez aussi d'ailleurs que l'action Apple va être divisée par 7 pour la rendre accessible aux petits investisseurs. Autre poids lourd du high-tech, autre résultat spectaculaire cette fois, Facebook affiche au premier trimestre une hausse de 72% de son chiffre d'affaires en rythme annuel, 2,5 milliards de dollars et plus 82% pour les recettes publicitaires. Le bénéfice net a quasiment triplé à 642 millions de dollars et à 34 cents. C'est bien le bénéfice net par action dépasse de 10 cents les prévisions. Le numéro 1 des réseaux sociaux revendique à la fin du mois de mars 1,23 milliard d'utilisateurs à travers le monde.
Et puis des nouvelles de l'économie israélienne qui confirme sa vigueur au mois de février. Un rapport du ministère des Finances indique une nette amélioration sur le front de l'emploi, de la production et des recettes fiscales qui dépassent les attentes. La prévision de croissance de la Banque d'Israël pour 2014, 3,1%, pourrait être légèrement revue à la hausse. Seule ombre au tableau, la petite baisse des exportations, moins 1,6% en février, imputable à la demande asiatique. Les exportations qui se sont accrues en revanche en direction des États-Unis. Faut-il désaméricaniser Internet? C'est un certain Edward Snowden qui a relancé le débat ces derniers mois. Internet peut sembler parfois être la chasse gardée d'une superpuissance, les États-Unis, et c'est pour tenter de rééquilibrer la donne que la présidente brésilienne Dilma Rousseff est parvenue à mobiliser 90 pays pour un forum mondial à Sao Paulo. Des intérêts communs, mais des objectifs qui restent assez flous. Décryptage avec Anthony Lesme. Le premier forum de la gouvernance du web a ouvert ses portes à Sao Paulo. ONG, entreprises du web et plus de 87 nations se sont donné rendez-vous. Un sommet qui fait suite à l'affaire des écoutes américaines et aux révélations d'Edward Snowden. Dilma Rousseff, la présidente brésilienne, écoutée par la NSA, n'avait pas caché sa colère, tout comme la chancelière allemande Angela Merkel. S'en est suivi une décision, remettre en question le leadership américain et préserver ainsi la vie privée et la liberté d'expression sur le web. Le Brésil préconise que la gouvernance de l'Internet devrait être sur plusieurs secteurs, multilatérale, démocratique et transparente. Nous considérons le modèle multilatéral comme la meilleure forme de gouvernance pour l'Internet. Longtemps inflexibles, les États-Unis ont plié sous la pression diplomatique le mois dernier en cédant du terrain sur la supervision de l'ICANN. Basé à San Francisco, cet organisme qui délivre notamment les noms de domaines sur Internet comme .com ou .gov devrait être supervisé par une organisation multilatérale avant la fin 2015. Il est nécessaire et urgent que les organisations responsables aujourd'hui des fonctions centrales de l'Internet aient un caractère global. La complexité de cette transition, qui implique un volet judiciaire, une transparence et le consentement de multiples acteurs, ne diminue en rien l'urgence de la situation. Si les activités de la NSA ne semblent pas être menacées directement par ces réformes, le Brésil veut en priorité accroître les pouvoirs d'organismes dépendants des Nations Unies, comme le Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui, à ce jour, est une simple instance consultative. On l'a bien compris, c'est sur le terrain judiciaire sans doute qu'il faut s'attendre le plus à des avancées pour ce qui concerne cette gouvernance d'Internet. Alors que faut-il espérer du net mondial de Dilma Rousseff? En ligne avec nous, Julien Nossetti, chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors si vous le voulez bien, votre avis d'abord sur cette initiative de Dilma Rousseff. Clairement, c'est l'affaire Snowden qui a provoqué un coup d'accélérateur à ce projet de gouvernance? Alors écoutez, tout à fait, puisqu'en fait, l'affaire Snowden a révélé les pratiques de surveillance massive du gouvernement américain et Dilma Rousseff a été une des victimes directes de ces pratiques de surveillance, ce qui a été perçu aussi de façon très émotive au Brésil en particulier. Si vous voulez, l'opinion publique a aussi contraint Dilma Rousseff à réagir très vite à cette affaire Prism et elle a décidé très vite aussi de convoquer cette réunion, donc le net mondial à Sao Paulo. Donc il s'agissait aussi, à mon sens, de profiter, si vous voulez, d'une perte d'autorité des États-Unis sur la gestion du réseau, sur ce qui est de gouvernance d'Internet, et de proposer une évolution par rapport au statu quo qui prévalait jusqu'à présent. Ouais, donc on profite de l'émotionnel. Et à quel pouvoir pourrait prétendre une éventuelle organisation mondiale en charge de la gestion d'Internet? Ce serait simplement une sorte de relais de l'ICANN ou bien on peut voir plus large? Alors on n'est pas encore là. Jusqu'à présent, notamment depuis, si vous voulez, le sommet de Dubaï en 2012, il était question de débats très polarisés entre, d'une part, les partisans d'un Internet ouvert et transparent qui conserverait le statu quo actuel, dépendant, encore une fois, directement ou indirectement des États-Unis, et d'un autre côté, des pays comme la Chine et la Russie qui proposaient un Internet souverain et dont la gestion serait confiée à un organisme dépendant de l'ONU. Voilà. Donc, entre ces deux positions, il y a eu très peu de place à d'autres acteurs. Jusqu'à présent, les pays européens étaient dans l'entre-deux, notamment.
ils avaient des considérations de sécurité, des considérations de souveraineté, tout en réaffirmant leur attachement à l'Internet ouvert et occidentalisé. Alors justement, dans un de vos articles, vous parlez de la notion de souveraineté numérique. Est-ce que pour vous, c'est une illusion aujourd'hui quand on connaît la supériorité technologique des États-Unis aussi ? C'est pas une illusion, c'est une inquiétude de nombre d'États, et pas seulement les États dits autoritaires, dont j'ai mentionné la Chine, la Russie, aussi l'Iran. C'est une inquiétude de beaucoup d'États à l'heure actuelle, et je ferai un lien assez étroit avec les positions des grands acteurs économiques du net, donc les grands acteurs du web, qui sont quasi exclusivement américains et qui cherchent des positions quasi monopolistiques dans les marchés mondiaux. Donc c'est aussi lié à cette domination sans partage, je dirais, de ces acteurs, que certains États, certains gouvernements cherchent à remettre en question le modèle actuel. Merci Julien Nossetti d'avoir répondu à nos questions. Allez, second dossier, les temps ont changé du côté de la Grèce, comme le Portugal dont on parlait hier. Eh bien, l'ancien cancre de la zone euro est devenu en 4 ans le bon élève, le modèle en matière d'austérité. Illustration, le retour à l'excédent budgétaire primaire. Athènes a fait le ménage dans ses comptes publics, au-delà des objectifs, au prix aussi d'une chute du PIB de 25% en 4 ans et d'un taux de chômage qui s'affiche à 28%. Johanna Citruc. 1,5 milliard d'euros. C'est le montant de l'excédent budgétaire primaire dégagé par la Grèce en 2013. Les recettes de l'État ont donc été plus élevées que les dépenses, sans tenir compte du remboursement de la dette publique. Cela représente 0,8% de son PIB. Cela nous amène à un excédent primaire de 0,8% du PIB, ce qui est bien plus que l'objectif fixé pour 2013, qui prévoyait seulement de ramener le budget à l'équilibre, comme c'était prévu dans le programme d'ajustement économique. Et c'est la preuve que la Grèce a fait des progrès remarquables pour relever ses finances publiques depuis 2010. Même si la situation économique grecque n'est pas encore au beau fixe, cet excédent représente un argument de poids pour alléger sa dette. La Troïka, qui rassemble ses principaux créanciers, la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, doit en discuter avec Athènes d'ici la fin de l'année. Nous pouvons, comme nous l'avons montré, atteindre nos objectifs et nous devons, en parallèle, réclamer de meilleures conditions de coopération à nos partenaires et créanciers. Un allègement qui pourrait s'avérer nécessaire, car même si son niveau est considéré comme soutenable, la dette grecque dépasse encore 175% de son PIB. En tout juste 4 ans, la Troïka a déjà versé 218 milliards d'euros à Athènes. Et le pays doit recevoir une aide supplémentaire de 19 milliards avant fin 2014. Ouais, du travail encore pour la Grèce, et c'est l'heure du Media Watch. Et un triste anniversaire pour cette revue de presse, celui du drame de Dhaka au Bangladesh. 1 an depuis l'effondrement d'une usine textile, 1130 victimes. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors le textile, un secteur vital pour l'économie du Bangladesh. Exactement, donc le Bangladesh c'est un des pays d'Asie qui exporte le plus de textiles. En 2012, il a vendu pour près de 20 milliards de dollars de vêtements à ses partenaires commerciaux. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le secteur attire de plus en plus les travailleurs. Premièrement parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des compétences, des qualifications particulières. Et deuxièmement parce que les ouvriers sont tout de même mieux payés que dans les autres secteurs. Aujourd'hui, le salaire minimum en vigueur dans le pays, c'est 1800 takas, qui représente un peu plus de 23 dollars par mois, alors que le salaire minimum dans l'industrie du textile, c'est 5300 takas, donc environ 68 dollars par mois. C'est presque 3 fois plus. Et si pour nous, ça s'apparente plus à de l'exploitation qu'à un réel travail, puisque les conditions de travail sont très dures, surtout au niveau de la sécurité, au Bangladesh, décrocher un emploi dans le secteur du textile, c'est tout de même comme décrocher le gros lot, c'est un synonyme de succès. Ouais, c'est le secteur en vogue dans le pays. Alors du textile, on va passer au fast-food. C'est ce secteur où les inégalités salariales seraient les plus fortes. Oui, c'est le résultat d'une étude américaine qui a été relayée par le Huffington Post. Aux États-Unis, les employés donc des fast-food gagnent en moyenne 9 dollars de l'heure. À temps plein, ça représente environ 13 700 dollars l'année, et c'est très très loin
loin des rémunérations de leur PDG. Par exemple, en 2013, en comptant le salaire, les primes et les actions, le patron de Starbucks aurait touché près de 138 millions de dollars. Pour celui de Yum, Yum c'est le groupe qui détient KFC, Taco Bell et Pizza Hut, c'est environ 22 millions de dollars. Et pour le patron de McDonald's, c'est un petit peu moins, autour de 7,7 millions de dollars. Ça reste quand même beaucoup. Il y a quand même encore de la marge. Alors une idée insolite pour finir, qui devrait bientôt se concrétiser en Allemagne, c'est un supermarché sans emballage. Exactement, donc 2 jeunes Allemands ont créé une start-up qui s'appelle Unverpack, on peut traduire donc par sans emballage d'origine, et elles envisagent donc d'ouvrir bientôt à Berlin un supermarché, mais pas n'importe lequel, un supermarché sans aucun emballage. Les produits seront stockés dans de grands récipients et vendus au poids, et les clients auront 2 solutions, soit de ramener leur propre boîte, soit d'en acheter sur place des réutilisables. Donc en plus d'être une belle initiative pour l'environnement, c'est plutôt une bonne idée pour faire de l'argent. Voilà, un joli deal gagnant-gagnant. Merci Johanna. Exactement. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.